Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vais vous prévenir de quelque chose. Je ne sais pas s'il fait froid chez vous, mais ici depuis 2 ou 3 jours, ça s'est carrément rafraîchi. Et du coup, j'ai attrapé une crève de cheval. Donc je suis désolée si je parle du nez dans la vidéo. Enfin vas-y, de toute façon on s'en fout. Du coup, pour mon histoire d'aujourd'hui, je vous avais parlé donc de l'affaire de la famille Watts qui me rendait complètement folle. Et malheureusement, comme vous en doutez, ce n'est pas un cas isolé. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un cas qui est similaire, mais beaucoup moins connu par contre. Voilà. Donc les personnes sensibles, évidemment, doivent s'abstenir, même si les images ne sont pas choquantes. La vidéo est quand même peut toucher certaines personnes. Voilà, désolée. Une fois de plus, aujourd'hui, avant de commencer, un petit rappel. L'abonnement est gratuit et ça soutiendrait énormément la chaîne. C'est pas des conneries, vous imaginez même pas à quel point. Comme je vous avais parlé sur ma dernière vidéo, il y a quasiment 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est énorme. Enfin voilà. Enfin bref. Il y a aussi les j'aime qui sont gratuits et les cloches de notification. Voilà. Et l'Instagram et le Twitter. Voilà. Allez, on y va. Mais avant de commencer, je vais vous présenter mon sponsor officiel d'aujourd'hui. C'est un désodorisant américain pour voiture. Donc je suis désolée, ma chienne a commencé à le bouffer. De marque... J'en sais rien. En tout cas, de toute façon, c'était une grosse blague et je n'ai pas de sponsor officiel. Voilà. Et c'était juste vraiment pour détendre l'atmosphère avant de commencer. Allez, on y va réellement cette fois. Et aujourd'hui, on va reculer en 2009 et on va partir dans l'Illinois. Plus exactement à Waterloo et dans la banlieue de Columbia. Donc c'est une ville d'environ 10 417 habitants. Chiffre de 2020 évidemment. C'est là-bas que vit la famille Coleman. Donc on a Christopher qui a 34 ans. Oui, un autre Christopher. Sherry, 31 ans et leurs 2 fils. Garrett, 11 ans et Gavin, 9 ans. Donc c'est vraiment la famille américaine parfaite à la base, hein, de toute façon, sinon je serais pas là en train d'en parler, évidemment. Vous vous doutez déjà qu'il y aura bien un enfoiré dans l'histoire. Bon, ça c'est dit. Un jour je vais vraiment me faire censurer toutes mes vidéos sur YouTube. Mais bon, en tout cas, tout a commencé 12 ans plus tôt. Donc lors d'un séminaire de formation canine à la base aérienne de Lakeland à San Antonio. C'est là que Christopher et Sherry se sont rencontrés. Alors lui, il était maître chien dans la marine et elle était députée dans l'armée de l'air. Ils suivaient donc tous les deux cette formation pour devenir officier canine. Donc ça a été vraiment le coup de foudre et ils se sont mariés 3 mois plus tard à Chicago. Alors 3 mois, c'est vachement rapide. Mais en fait, c'était parce que Sherry, elle était tombée enceinte. Bon, voilà. Ils ont donc eu leur premier fils, Garrett, et Gavin a suivi 2 ans plus tard. Donc maintenant, en revenant maintenant en 2009. Donc Sherry était vue comme une épouse et une mère parfaite. Leurs 2 enfants sont polis et bien élevés. C'était pas des racailles quoi. Ils vont tous à l'église. Donc ça pour eux d'ailleurs l'église c'était très très important, c'était sacré. D'ailleurs les parents de Christopher, Connie et Ron sont carrément copasteurs de l'église Grace à Chester. Donc vous voyez un peu le tableau, hein. C'était vraiment en apparence la famille parfaite. En 2009, donc Sherry a donc 31 ans et elle est mère au foyer. Quant à Christopher, il avait un travail
très très important qui lui rapportait juste 8500 $ par mois. Ça fait environ 8800 € par mois. Donc en plus, ils étaient riches. En fait, il travaillait pour la télévangéliste chrétienne de renommée mondiale, Joyce Meyer. Donc Joyce, c'était une vieille amie des Coleman et elle connaît Christopher vraiment depuis qu'il est tout petit. Donc ça date étant donné que Christopher, il est né en 77. Donc ce travail, en plus d'être bien payé, fait voyager Christopher dans tout le pays. Donc tranquille quoi. En fait, son job exact, c'était garde du corps, donc pour Joyce. Donc en plus, c'est pas non plus très fatigant. Donc voilà, jusque là, c'est super. Donc c'est un couple marié avec une belle maison, de beaux enfants, friqués, voyageant partout. Vraiment la famille américaine idéale. Oui, et ben c'est pas le cas. En 2009, en tout cas, enfin non, ça a commencé exactement en novembre 2008. Donc la famille a commencé à recevoir des emails de menaces. L'adresse email de ce persécuteur, c'était destroychris@gmail.com. Une de ces menaces disait que Christopher devait quitter son travail auprès de Joyce, sinon sa femme et ses enfants seraient blessés. Un autre disait « Dites à Joyce d'arrêter de prêcher des conneries, sinon la famille de Chris mourra. Je les tuerai tous pendant qu'il dort. » Donc voilà le genre d'email qui est très sympa à recevoir, quoi. Un autre email disait encore « Dites à Chris que sa famille est morte. Il ne mérite pas de vivre avec quelqu'un qui protège Joyce. » Donc voilà, des emails très agréables par des personnes très aimables. Joyce et son fils donc, ont reçu les mêmes messages, emails. Grosso modo, tous voulaient dire la même chose, que Christopher devait arrêter de bosser pour Joyce, sinon ils auraient des problèmes. Du coup, donc, Christopher a averti les forces de l'ordre, ce qui est logique. Et puis les menaces ont quand même commencé à s'intensifier parce que après c'est arrivé directement chez lui. Mais carrément en fait, je veux dire dans sa boîte aux lettres. Donc misère. Une disait « Le temps presse pour vous et votre famille ». Donc une fois cette lettre reçue, la pauvre chérie, elle était carrément en panique et c'est normal. Surtout qu'à ce moment-là, en fait, son mari était en déplacement à Hawaï, totalement détendu. Vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Donc malgré l'ambiance chaude à Hawaï, il était en déplacement à la base pour le travail avec Joyce Meyer. Du coup, la pauvre chérie, à ce moment-là, en fait, elle était seule chez elle avec les enfants. À son retour, donc de son voyage à Hawaï, Christopher s'est donc rendu une fois de plus à la police pour signaler donc cette nouvelle lettre de menace. Donc cette lettre était arrivée le 27 avril exactement et elle disait « C'est mon dernier avertissement, votre pire cauchemar est sur le point de se produire ». Donc là, vraiment misère, mais bon, il y avait quand même un ami du peuple dans le quartier, même juste en face en fait de chez eux. C'était un policier du nom de Justin Barlow qui travaillait donc pour les forces de l'ordre de Columbia. À la base, ils se connaissaient juste de vue en fait, mais donc ce bienfaiteur a pris les menaces très au sérieux. Bon, en même temps, c'est son boulot. Notre ami du peuple, donc Justin Barlow, a décidé de surveiller la maison des Coleman en installant une caméra de sécurité chez lui. Mais évidemment en direction de la maison de ses voisins pour voir qui déposait en fait les lettres de menaces ou même pour voir de toute façon qui pouvait rôder autour de la maison.
Les policiers donc, de Columbia ont également mis en place des patrouilles pour renforcer la protection de la famille. Mais à savoir qu'ils n'ont jamais vu qui que ce soit rôder autour de la maison et la caméra de Justin Barlow n'a jamais rien capturé. Donc c'est étrange. Le 4 mai 2009, la caméra de Justin Barlow a capturé les images donc, de Christopher jouant avec ses fils dans la rue. Le lendemain, donc le 5 mai, Christopher part de chez lui à 5h43. Ça me rappelle donc une autre histoire sur ma chaîne, un père de famille qui part aux environs de 5h du matin. Enfin bref, on le voit partir donc pour aller faire du sport. Il envoie direct en fait tout de suite un texto à sa femme en lui disant « Tu es réveillée, je sais que tu étais fatiguée hier soir ». Bon, alors ça devait être au cas où elle s'était levée illico presto, hein, vu la vitesse à laquelle il a envoyé le message et alors qu'il était juste parti en fait. Juste après, en fait, il envoie un autre message. Il me reste environ 5 minutes de cardio, puis je serai à la maison. Bon, alors personnellement, je pense qu'il devait avoir le feu au derrière, vu que ça faisait pas longtemps en fait qu'il était parti. Il a dû se piquer un 100 mètres en fait, enfin voilà. Bref, sans réponse donc de sa femme, il envoie un autre message encore. Bonjour, tu te lèves? Alors, déjà je vois même pas pourquoi il l'a pas fait, il l'a pas réveillé avant de partir. Enfin voilà. Et puis donc, il finit par encore envoyer un 4e message. Il est temps de lever les enfants. Donc, quelle inspiration soudaine alors qu'il était seulement à 5 minutes de chez lui. Enfin bref, il finit donc par appeler son voisin, donc Justin Barlow, en lui disant en fait que sa femme elle répondait pas à ses messages, que voilà c'était étrange parce qu'elle était toujours réveillée à cette heure-là. Il lui a donc demandé d'aller voir si tout allait bien. Tout simplement en lui disant qu'il était à 5 minutes de là. Donc déjà à la base, enfin voilà. Bref. Justin Barlow, donc en voyant qu'une des fenêtres était ouverte, parce qu'il a été voir, donc il a tout de suite appelé donc des renforts. Les renforts ont vraiment pas mis longtemps à arriver, contrairement à Christopher qui était par contre juste à 5 minutes de là. D'ailleurs, en fait, il a mis tellement de temps que, à mon avis, il a probablement fait les 5 minutes de route soit au point mort, soit en poussant carrément la voiture. Enfin bref, quoi qu'il en soit, à 6h51, les forces de l'ordre donc, sont rentrées dans la maison par la fenêtre donc, qui était restée ouverte. Une fois dans la maison, donc, il voit très rapidement des insultes, des menaces peints en rouge sur les murs de la maison. Je vous mets les photos. Quant à Christopher, lui, il revient ensuite chez lui à 6h56. Les officiers lui disent donc d'attendre dehors, logique. Donc tranquille, il s'assoit par terre, il verse quelques larmes de crocodile et il appelle son père. Pendant ce temps-là, les officiers donc continuaient de fouiller évidemment la maison et ils ont découvert les corps sans vie de Sherry, Garrett et Gavin. Ils sont donc tous les trois malheureusement retrouvés morts, étranglés dans leur lit. Les causes du décès, ça a été déterminé en fait comme étant une strangulation par corde. D'ailleurs, cette corde ne sera jamais retrouvée par ailleurs. Sherry, elle avait de nombreuses marques de ligature en fait et un œil carrément au beurre noir. Donc ça veut dire qu'elle s'est battue, qu'elle s'est défendue en tout cas énormément. Les enfants, eux, sont morts exactement de la même façon, donc sans l'œil au beurre noir. Sauf que bon, en plus, il y avait un message écrit donc à la peinture rouge sur leur drap, sur leur lit, carrément. Le FBI s'est donc déplacé en fait parce que ça faisait un peu beaucoup pour la petite police en fait de Columbia.
Une ambulance est également arrivée, alors probablement pour Christopher, je suppose. D'ailleurs, en parlant de lui, la police lui a donc annoncé que sa famille avait été froidement assassinée. Mais les policiers, en fait, ils l'ont trouvé un petit peu bizarre, un petit peu suspect, parce que quand il a commencé à pleurer, oui, il a commencé à pleurer, et ben apparemment ça sautait aux yeux que c'était des larmes, en fait c'était forcé, des pleurs forcés. Il avait une tête en gros d'endive au jambon avec des larmes hypocrites. En plus de ça, il ne posait aucune question. Il demandait pas comment, ce qui s'était passé exactement, enfin il demandait rien. Il n'a pas tenté non plus d'entrer dans la maison. Aucune demande pour voir sa famille. Enfin, souvent dans ce genre de situation, en fait, les policiers ils doivent carrément retenir la famille, quoi, les gens qui viennent les voir, parce qu'ils veulent rentrer, ils veulent voir les corps, enfin, ce qui s'est passé. Mais là, non. En fait, Christopher, lui, non. Il a rien demandé, il est resté assis tranquille avec sa tête d'endive. Enfin bon. Ensuite, il a donc été emmené dans l'ambulance. Christopher, évidemment. Donc pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, les ambulanciers qui donc, ont examiné Christopher ont vu qu'il avait des égratignures en fait, un peu partout sur les bras. Comme par hasard. Christopher, il a donc secoué ses bras un peu dans tous les sens pour camoufler les égratignures. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que l'ambulancier, il est pas né de la dernière pluie, quoi. Il voit bien, il a bien vu. Hein. Donc suite à tout ça, forcément, Christopher a été emmené au commissariat pour un interrogatoire. Donc à cet interrogatoire, il explique donc qu'il s'est levé à 5h30 du matin, qu'il est allé aux toilettes, qu'il s'est habillé avant d'aller faire du sport. Apparemment, il aurait même essayé d'appeler sa femme pour qu'elle se réveille, mais elle n'aurait pas répondu, alors il serait quand même parti faire son footing. Il a insisté sur le fait, en fait, que sa famille était bien en vie quand il était parti faire du sport. Alors ça, c'est complètement absurde, étant donné que juste avant, il a dit que sa femme n'avait pas répondu. Mais bon. Donc, cet individu dont l'esprit divague explique que la veille, ils ne se sont pas en fait disputés et que sa femme s'est endormie dans ses bras dans le canapé. Les policiers, en essayant donc de lui sortir les vers du nez, lui ont demandé s'il voyait quelqu'un d'autre à part donc sa femme. Il a donc répondu que non. Mais que ces derniers temps, bon, il parlait quand même énormément à une certaine Tara. Mais attends, hein, c'était juste une amie, hein, pas plus. Hein. Oh là là là. Bah voyons. Les policiers, évidemment, ont décidé d'enquêter direct sur cette certaine Tara. Lors de l'interrogatoire, même si Christopher savait qu'il était mal barré et plutôt dans le pétrin, il ne lâchera rien. Et continuera à affirmer donc qu'il est en aucun cas impliqué et qu'un individu a dû attendre qu'il parte faire son footing pour pénétrer dans la maison, esquinter celle-ci et finir donc par tuer toute sa famille. Malgré tout, de plus en plus de preuves et puis des incohérences, enfin tout accusait vraiment cet affreux personnage. Par exemple, on le voit partir de chez lui donc à 5h43. Et selon lui, sa famille, elle était bien en vie hein, à ce moment-là, au moment où il est parti donc faire son footing. Sauf que, pas de bol, le rapport du médecin légiste, enfin le rapport d'autopsie, déclare que Sherry, Garrett et Gavin sont tous clairement morts entre 3h et 5h du matin. Et attends, c'est pas tout. Sur la caméra en fait de surveillance, vous savez, qu'avait installé son voisin Justin, et ben on voit personne d'autre en fait rentrer ou sortir de la maison que Christopher Coleman. Autre chose encore, lors de son interrogatoire, il précise qu'il est sorti de chez lui donc pour faire son footing
puis qu'il a tout de suite donc appelé sa femme. Donc la police, vraiment intriguée, lui demande alors pourquoi il n'a pas réveillé sa femme quelques secondes plus tôt, enfin avant de partir. Pourquoi sortir de chez lui et l'appeler seulement ensuite pour la réveiller. C'est étrange pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, franchement. Il a aussi donc appelé son voisin pour signaler que sa femme ne répondait pas au téléphone alors qu'il était inquiet, alors qu'au final, en fait, il était juste à 5 minutes de sa maison. Donc bon, selon la police, donc Christopher voulait que les enquêteurs découvrent en premier les corps de sa famille pour renforcer son alibi. Ce qui me semble logique. Encore autre chose, un autre élément accablant. Un expert donc informatique a donc fouillé dans l'ordinateur de Christopher. Il a découvert que les emails menaçants ont en fait été envoyés de son propre ordinateur depuis un compte en fait que Christopher il avait créé quelques mois avant le drame. L'adresse IP, si vous voulez, en fait c'était la même que la maison des Coleman. Un détective en plus a remarqué que le mot opportunité donc était mal orthographié, que ce soit dans ses écrits personnels en fait ou dans les emails reçus. Ah, pas de bol hein. Donc bon, bah avec ça, il n'y a plus aucun doute sérieusement que Christopher, il est impliqué de près ou de loin dans le meurtre de sa femme et de ses enfants. Hein. La sordide tentative de manipulation de cet odieux personnage aura clairement foiré. Sans compter, ah bah attends, que lors de la perquisition en fait du domicile, les enquêteurs, ils ont trouvé dans les tickets de caisse de Christopher qu'il avait acheté de la peinture aérosol de la même couleur et de la même marque que celle qui a été utilisée chez lui pour taguer les murs. Surprise! Ah bah alors franchement là c'est ballot, hein. Quel manque de chance, cette mauvaise coïncidence. Ce reçu, il était daté de seulement 3 mois plus tôt en fait, donc c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment très très récent. Les enquêteurs, ils ont donc forcément enquêté plus en profondeur à cause de toutes ces malheureuses coïncidences. Et merde, encore pas de peau pour le mari, encore sous le choc de ce terrible événement. L'entourage de Sherry a donc confirmé à l'unanimité qu'elle était malheureuse et qu'ils étaient sur le point de divorcer. Les enquêteurs ont vu des messages donc de Sherry du genre: si quelque chose m'arrive, Chris l'a fait. Donc bon voilà, déjà t'es au parfum de l'ambiance. Sur un autre message, elle dit: Chris veut divorcer. Un autre message dit: il a dit que les enfants et moi étions en train de gêner son travail. Voilà, donc clairement, je vous fais pas de dessin, je pense que vous avez bien compris que dans le couple, c'était pas la fête, avec même une rupture imminente. Et visiblement, il y avait des clashs donc avec cet individu inconsolable, constipé des neurones. Enfin bref, en parallèle, les enquêteurs donc, ont retrouvé cette fameuse Tara. Elle se trouvait donc à Saint-Pétersbourg, en Floride. Ils se sont rendus sur place et l'ont donc interrogée. Tara ne donnera pas la même version que Christopher. À la bonne heure! Elle dit que ce n'était pas une simple amie. Selon elle, depuis novembre 2008, soit donc 6 mois avant le drame, Christopher avait entamé une liaison secrète avec elle. Et il avait donc commencé une potentielle romance avec une autre personne que sa femme. Son nom exact, c'est Tara Lynch. Et si Christopher et Tara se connaissaient, c'est parce que Tara est une ancienne amie d'enfance du lycée de Sherry. Donc sympa la copine. Enfin bref. Christopher et Tara se seraient revus pendant un voyage d'affaires de Christopher à Saint-Pétersbourg en Floride, où habite et bosse Tara. Christopher, il était apparemment vraiment fou d'elle et il la voyait dès qu'il le pouvait. Il lui envoyait des messages en
permanence. Et le comble, il lui avait même offert une bague. Enfin, voilà. Ils avaient même prévu la date de leur futur mariage en janvier 2010. Truc de fou, parce que vu que Christopher, en fait, il était encore marié à Sherry. Tara, donc, et Christopher avaient déjà même prévu le nom de leur futur enfant qu'ils devaient appeler Zoé. Ils avaient aussi prévu de partir en croisière en juin 2009. Leur relation, elle était donc vraiment sérieuse. Les policiers ont aussi découvert que ce gros dégueulasse, au moment où il a assisté aux funérailles de sa femme et de ses enfants, il a envoyé des messages à sa maîtresse en disant à quel point elle lui manquait. C'est dégueulasse. Les enquêteurs donc ont fouillé dans l'ordinateur de Christopher et ont trouvé un document enregistré sous le nom de Tara où dans ce document était indiqué, alors attendez, sa taille, son poids, sa couleur, la couleur de ses yeux, la taille de son jean, la taille de son soutien-gorge, sa taille de culotte, son parfum préféré, sa musique préférée, sa couleur préférée, ses fleurs préférées, ses glaces préférées, son deuxième prénom, son adresse. Il y a même une note, le jour où Tara a changé ma vie, le 5 novembre 2008. Il y a même la date d'anniversaire de son chien Gizmo. Un taré, moi je te le dis. Sans compter qu'il y avait aussi les fantaisies préférées de Tara. Comme il précise qu'elle aimait le sexe dehors ou sur la plage. Et bon, vas-y, je t'en passe. Voilà. Alors, étant donné que pour Christopher, Tara n'était juste évidemment qu'une amie, les enquêteurs ont trouvé évidemment beaucoup de photos et vidéos X2. Juste une amie. Mais bien sûr, Christopher et Tara donc se voyaient souvent quand Christopher partait en fait en voyage pour le boulot avec Joyce Meyer, l'évangéliste. Il emmenait Tara donc avec lui et Joyce, elle n'était pas au courant de cette liaison. Il se réservait toujours une chambre vraiment à part tous les deux. Il a emmené Tara à Phoenix, à Maui, en Arizona et aussi à Hawaï. Et oui, vous avez bien entendu, quand Sherry, elle était en panique à cause des emails de menaces, vous savez quand elle était seule avec les enfants, et bien Christopher, en réalité, il était en train de prendre du bon temps avec Tara, ce gros dégueulasse. En tout cas, donc la police a donc fait de nombreuses découvertes juste monstrueuses. Suite aux déclarations de Tara lors de son interrogatoire, les enquêteurs, ils l'ont réellement vue bouleversée. Elle a été vraiment très coopérative. Elle a répondu à toutes les questions, apparemment avec honnêteté. Elle a dit que Christopher et Sherry, ils avaient plus de vie intime, qu'ils s'embrassaient même plus. Enfin voilà, qu'il n'y avait vraiment plus rien entre eux deux, quoi. Christopher, oh là là, bah alors ça, il lui avait même envoyé un message qui disait « Je t'appelle quand je peux, je vais bien ». C'était juste après le triple homicide. C'est pas tout. Il lui avait même envoyé un message lors de son propre interrogatoire en disant qu'il pensait à elle. C'est complètement fou. Tara donc a subi au final 3 interrogatoires et la police est convaincue en fait qu'elle n'a absolument rien à voir et qu'elle n'est pas impliquée dans ce carnage. Bon, possible. Mais bon, alors pourquoi Christopher n'a-t-il pas divorcé?
Et bah pour lui, en fait, le divorce était juste pas possible. Cette tête de nœud, en fait, pensait qu'il perdrait son travail. Je m'explique. Comme je vous ai dit, cet énergumène avait un travail très important et pécuniairement très satisfaisant. La police a découvert que sa patronne était contre le divorce. Elle aurait déclaré un jour que si elle découvrait qu'un de ses employés divorçait, il serait rétrogradé ou licencié. C'est dingue cette déclaration parce que c'est même pas légal. Mais bon, à part ça, les choses ont commencé à se corser pour Christopher lorsque Tara lui a lancé un big ultimatum. Et oui, parce que en fait, Tara voulait qu'il quitte Sherry avant le 4 mai parce qu'elle voulait en fait qu'il puisse se marier par la suite. Christopher avait donc une certaine pression entre Tara et son travail. Bon, enfin bon, c'est pas une raison. Quand la date limite est donc arrivée, donc le 4 mai, Tara a appelé Christopher et celui-ci lui a dit que les papiers du divorce, ils étaient prêts et qu'il les remettrait donc à sa femme dès le lendemain. Ah bah oui, de toute façon, une fille amoureuse, elle enquête mieux que le FBI, c'est certain. En tout cas, dès le lendemain matin, donc le lendemain, donc le 5 mai, donc c'est le jour des meurtres. Bizarre, hein. Suite à toutes ces découvertes et éléments accablants pour Christopher, il a donc été arrêté et accusé du triple homicide le 19 mai 2009. Il doit donc maintenant répondre de ses actes devant la justice. 3 ans après, donc le drame, en avril 2011, son procès a lieu à Waterloo. Donc un procès vraiment très médiatisé où Christopher devait même carrément porter un gilet pare-balles pour aller de la prison au tribunal pour sa protection. Lors de ce procès, l'accusation a déclaré que Christopher avait désespérément voulu garder à la fois sa maîtresse et son travail. Il voulait le beurre et l'argent du beurre, grosso modo. Il a donc préféré tuer sa femme et ses 2 enfants plutôt que de divorcer cet horrible personnage. Toutes les preuves apportées donc pendant ce procès accablaient totalement Christopher. Les meurtres se sont produits avant que Christopher quitte le domicile entre 3h et 5h, selon l'expert. Il a acheté la même peinture que celle qui a saccagé sa maison. Les menaces écrites sur les murs correspondaient à son écriture. Les emails de menaces ont été envoyés depuis son ordinateur. La fenêtre de la maison qui était ouverte n'a pas été forcée ni ouverte de l'extérieur. La caméra de notre bienfaiteur Justin Barlow n'a rien capturé. Aucun intrus, sans compter donc que c'était la date de l'ultimatum de sa maîtresse. Tout pointe du doigt cette énergumène pour le meurtre de toute sa famille. L'accusation a ensuite fait écouter un message préenregistré de Joyce Meyer où elle disait que si Christopher avait une liaison, cela aurait pu affecter son travail, mais pas en cas de divorce. Elle a ajouté donc que la veille des meurtres, il a dit de façon très inhabituelle qu'il ne se sentait pas bien. Elle lui avait donc évidemment donné une journée de congé ce 5 mai. Encore une affreuse coïncidence, dis donc. Quant à Tara, elle a témoigné au 4e jour du procès. Avant qu'elle témoigne, le jury a vu une série de photos, vidéos ou messages torrides que elle et Christopher s'étaient donc envoyés. Ils ont dû s'en prendre plein les yeux. Je m'explique parce qu'on leur a même passé une vidéo de Christopher en train de se masturber pour sa dulcinée en disant à ce moment-là que c'était la seule personne pour laquelle il avait fait ça. Quelle chance! En tout cas, voilà. Le jury, il a eu tous les détails de leur liaison, absolument tous les détails.
Tara a ensuite donc témoigné et a déclaré que Christopher avait donc promis de remettre les papiers du divorce le jour où sa femme a été assassinée. Les amis de Sherry et sa famille ont aussi été entendus et ont confirmé que leur mariage était clairement en ruine. Bon, bah je pense de toute façon que ça surprend absolument personne, à part si vous sortez juste d'une grotte du Périgord. En tout cas, donc Christopher, lui, à ce moment-là, il a choisi de ne pas témoigner pendant les 2 semaines qu'a duré son procès. Christopher a choisi en fait de plaider non coupable. Une belle preuve de démonstration de remords qui n'existe pas. Le verdict a ensuite été rendu 2 ans après les meurtres, jour pour jour, soit le 5 mai 2011 exactement. Il pouvait être condamné à la peine de mort qui prévaut dans l'Illinois, mais il a été reconnu coupable donc, de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien fait. Il passera donc le reste de ses jours en prison. À la bonne heure. Bref, il a été donc incarcéré au centre correctionnel de Pontiac dans l'Illinois, puis transféré à la prison donc de Waupun qui est dans le Wisconsin pour des raisons de sécurité. Alors là, je vous le donne en mille. Devinez qui est incarcéré là-bas. Enfin, il a été incarcéré après là-bas. Chris Watts. Eh ben dis donc. Christopher Coleman donc a fait appel de sa condamnation, mais en 2014 donc sa condamnation a bien été confirmée. Lorsque la sentence a été prononcée, des groupes de personnes carrément applaudissaient devant le tribunal. Une fois en prison, donc il a donné donc une interview à True Crime Daily où il maintenait totalement son innocence. Il a dit que c'était pas lui qui avait envoyé les menaces, que quelqu'un avait dû pirater son ordinateur. Bah oui, évidemment, c'est une évidence. Il a dit donc que sur une vidéo de surveillance de sa propre caméra qu'il avait installée apparemment chez lui, il a vu un homme à capuche poster une lettre de menace dans sa boîte aux lettres. Après, comme par hasard, il n'a donc pas gardé cette vidéo. C'est dommage. Il a dit aussi que le médecin légiste s'était trompé sur l'heure des meurtres. Enfin bref, il maintient encore son innocence. Et d'ailleurs, ses parents, les parents à Christopher donc, croient encore aussi, mais dur comme fer à son innocence. Malgré des preuves, mais l'accusant, mais incontestablement. Enfin voilà. Une histoire donc bien triste qui clairement me dégoûte, il y a pas d'autre mot. Une fois de plus, encore une famille décimée pour une histoire de fornication éphémère. Mais bon, voilà, c'est pas un cas isolé une fois de plus. Hein. Il y a l'histoire de la famille Fisher, il y a David Kame et bien d'autres, dont je parlerai plus tard sur ma chaîne. Enfin voilà, des bourses molles, comme on aurait dit dans le temps. Faites gaffe à vous. Bye!